Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo. Celle-ci, je voulais la faire depuis un certain moment. Blonde, un film de Andrew Dominik qui est sorti sur Netflix en 2022. C'est un scénario aussi de Andrew Dominik, mais d'après le roman de Joyce Carol Oates, sorti en 2000. C'est un film avec Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Julian Nicholson, Gaspard Philippson. C'est un film qui a coûté 22 millions de dollars. Il a eu plutôt de bons retours, notamment le retour de l'autrice sur l'adaptation qui est plutôt positif. Elle parle notamment d'interprétation féministe. Le film dure 2h46, c'est un gros morceau et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h46 ? Eh bien c'est une version très romancée de la vie de l'actrice. Version romancée, il ne s'agit donc pas d'une biographie picturale de Marilyn Monroe. Faut bien comprendre ça et faire la distinction entre la véritable personne de Marilyn et ce personnage de fiction du livre qui est déjà une version fantasmée autrement. Donc on est sur des processus de digestion de Andrew Dominik qui va se réapproprier une digestion du personnage de Marilyn Monroe. Une véritable envie de contournement d'une icône. Un petit peu à la manière de ce qu'il y a eu aussi l'année de sa sortie avec Elvis. Elvis qu'on n'adapte pas frontalement, mais qu'on adapte par le biais du regard du colonel. Je crois que c'est le nom, le personnage joué par Tom Hanks. Et on voit Elvis à travers ses yeux. C'est une approche qui n'est pas directe. Peut-être que raconter les faits ne suffit plus. Alors il y a beaucoup de liberté pour compenser avec le trop-plein d'informations qu'on pourrait donner pour ce genre de biopic. Alors autant voir un documentaire dans ce cas-là si on veut juste des informations. Et là, le film s'échappe de ça. On ne sait pas trop quoi faire parce que c'est quelqu'un de tellement immense, alors on raconte autre chose. Pas sa vie à travers les films qu'elle a pu faire dans sa carrière. Peut-être justement ce qui est imperceptible, ce qui nous a toujours été un petit peu caché, la vie privée de l'actrice. Je pense qu'aujourd'hui on ne sait pas trop où se placer sur les icônes, comment les raconter. Encore une fois, on travaille sur les images fantasmées pour comprendre l'histoire américaine. Et on déconstruit, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais pas comme tout le monde. Et c'est en cela peut-être qu'il y a une réappropriation un peu inédite de la part de Andrew Dominik. Et je pense aussi une réappropriation qui n'est pas d'un Américain. On est sur un Australien. Je crois qu'il est australo-néo-zélandais, Andrew Dominik. Et quand on a un regard extérieur sur une culture, et qui plus est sur une icône, eh bien ça permet des fois de faire émerger des choses que des gens dans la culture de leur pays ne voient pas forcément ou n'osent pas peut-être faire. Quelqu'un d'extérieur se permet peut-être beaucoup plus d'attaque, beaucoup plus de cynisme peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, il y a eu un véritable quiproquo autour du film. Même certains youtubeurs qui ont la réputation de faire des recherches ne sont même pas capables de faire la différence entre leur avis, qui leur est propre, et l'idée d'adaptation d'un roman sur la vie fictionnelle de la personne. Et puis on peut faire toutes les recherches que l'on veut sur Marilyn Monroe, mais au final on revient au bouquin et aux sentiments que nous avons eus à la fin de sa lecture. Les recherches ne sont pas là pour mettre à mal ce que nous voyons dans cette fiction, puisque cette fiction est travaillée par rapport à l'impression qu'a eu Andrew Dominik du livre. Le marketing a aussi posé un problème, d'où cette réception qui est confuse de la part de nombreuses personnes. Le marketing n'a pas forcément appuyé sur l'idée qu'il y a bien une distinction à opérer. Il n'y a pas, par exemple, au début du film, de disclaimer pour préciser l'ambiguïté de l'écriture de la vie de Marilyn Monroe. Alors il faut se renseigner avant, il faut avoir ce réflexe. En ce qui me concerne, je m'étais renseigné avant. Je ne lance pas le film comme ça. Il faut voir un peu ce qu'on regarde.
Lancer un film pareil, c'est compliqué, et puis bon, au pire, on regarde les informations après, voilà. Les gens qui ne feraient pas des démarches intellectuelles pour se renseigner avant ou après, je ne pense pas que ce soit de base des gens qui iront naturellement voir un film pareil. Qui plus est avec sa durée. Le réalisateur se fait attaquer à tort. Il devrait déjà, peut-être dans un premier temps, attaquer l'autrice, dont le film est issu. Attaquer à la racine du projet. Il y a des choses, des relations de Marilyn Monroe qui ne sont pas dans le film. Tout simplement parce que ce n'est pas dans le livre. Donc voilà, à défaut de ne pas se taper un livre, alors on tape sur le film. Mais bon, ça ce sont encore des réceptions, je tourne autour du film, vous voyez ce que je veux dire, mais à un moment, il faut le dire, hein, on ne change pas sa façon d'appréhender, parce que là je vous parle encore d'appréhender un film. Là j'ai même pas commencé à parler vraiment du film, mais je tiens quand même à faire un commentaire, parce que j'ai eu beaucoup de temps pour digérer le film et ce qu'il y avait autour, et c'est aussi assez fascinant la façon dont les gens s'accaparent le film et l'ambiance autour du film pour après dénigrer le film sans s'être préparé à faire des distinctions et des nuances dans tout cela. Forcément, à certains moments, j'ai dû faire aussi des bêtises comme ça, mais c'est important de le reconnaître et de savoir qu'il y a des vrais problèmes dans les réceptions que font les gens des films. Là, j'ai le recul. Attention, ce n'est pas une réalité, c'est une image, une représentation. Ce n'est même pas une face cachée d'une pièce, non, c'est une autre pièce, vous voyez. C'est un double qui ressemble mais qui n'est pas, qui est là pour créer des distorsions, vous savez, un peu comme Elvis, plus tôt cette année. Alors pour ce faire, j'ai écouté des critiques vidéo, des critiques audio, des critiques écrites. J'avais regardé aussi la vidéo de Marine des Gardiens du Cinéma qui, elle, avait lu le livre, parce que moi, j'ai pas lu le livre, mais elle a lu le livre, elle a ressorti certains éléments qui étaient intéressants pour bien créer la distance qu'opère Andrew Dominik vis-à-vis du travail titanesque d'adaptation pour faire Blonde. J'ai vu aussi des interviews pour Télérama, des interviews sur le site British Film Institute, l'émission Parole également que j'ai faite avec Samir et Jules. Donc tout cela m'a permis d'avoir un peu de recul. Là je vous parle du film, ça fait des mois que la critique aurait dû sortir. Là je me dis, allez, un moment il faut y aller quand même, hein. Ça suffit de retarder les échéances, hein. Il y a un moment il faut sortir la vidéo. C'était plus de la flemmardise, je dois vous avouer, parce que mon texte fait quand même 19 pages, vous voyez, et donc c'est compliqué de se lancer. En commençant par parler un petit peu de l'histoire et de, la structure, ce qui structure l'histoire. Je pense que la première chose, je vous l'ai déjà évoqué, il ne s'agit pas d'un documentaire qui serait là pour relater des faits purement. C'est un film de fiction, qui plus est un premier film pour lui, pour Andrew Dominik, qui met une femme au centre de l'histoire. En cela, peut-être, il n'a pas assez d'expérience pour bien distiller de belles scènes. Là, il est clair que les scènes qui sont marquantes, elles sont vues par le prisme du regard masculin. Et je pense que, dans un sens, on souhaiterait que ce réalisateur fasse autrement, qu'il raconte ces scènes avec un autre regard, mais je pense aussi que ce regard est vraiment voulu, puisqu'il a voulu étrangler son personnage sous le poids du regard masculin. Son travail du regard sur des figures connues, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Il a travaillé sur des figures réelles, comme Jesse James, comme Mark Reed, dit Chopper, ou Nick Cave, dans 2 documentaires qui sont fort intéressants. Il crée une fiction autour d'eux, une mythologie autour d'un acteur comme Brad Pitt. Il le met en valeur différemment, mais en même temps avec le lien du charisme, de l'autorité dans Kogan. Il déconstruit, il met en valeur les contradictions, la folie de Mark Reed, les angoisses, l'envie de création de Nick Cave. Il s'agit pour lui de réinvestir la notion de mythe, de le déconstruire,
une idée purement américaine, puisque lui, il est australien, il a la nationalité, je crois, néo-zélandaise australienne. Peut-être que c'est même plus facile pour un étranger d'approcher ces icônes, de voir ce qu'elles ont derrière, voire même de faire une fiction dessus, c'est-à-dire ne pas raconter que des faits. Et c'est un petit peu le cas de Andro-Dominique avec le mythe de Marilyn Monroe. Pour Netflix, c'est un portrait fiction. C'est une fiction qui nous crée une image, une représentation, un portrait de Marilyn Monroe. Les biopics, nous le savons, prennent toujours une liberté. Il faut juste se renseigner pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Amadeus, par exemple, prenait des libertés sur la psychologie et sur les relationnels, notamment le relationnel entre les deux compositeurs, très différent de ce que nous voyons dans le film. Et depuis sa mort à Marilyn Monroe, eh bien on l'a représentée de bien des façons. En film, en livre, au théâtre, à l'opéra. Le portrait de Marilyn par Andy Warhol devient même autre chose qu'un portrait de Marilyn. Une vision fantasmée, une vision doublée, triplée, quadruplée. On avait déjà d'ailleurs, je me rappelle, une fiction fantasme avec Marilyn, enfin sur Marilyn, avec My Week with Marilyn qui était sorti en 2011, un film de Simon Curtis. On sait très bien que ce n'est pas du tout ce que les gens sont en droit d'attendre d'un film avec le personnage de Marilyn Monroe. Il ne s'agit pas d'un typique, comment ils appellent ça, rise and fall. Vous voyez les montées et les descentes d'un personnage. Ici, on est quelque chose de beaucoup plus en coulisses, vraiment de quelque chose de plus intime. La fatalité cerne la filmographie d'Andro-Dominique. Ce film ne fait pas exception. Les intentions sont visibles dès le départ pour Blonde, avec cette scène où la voiture fonce dans les flammes d'Hollywood. La narration est linéaire, mais elle est hachurée par des ellipses. Mais elle va toujours dans le même sens. On ne revient pas en arrière. Par ces ellipses, par ce côté hachuré qui est mené aussi par le changement de format, le changement de couleur, eh bien, témoigne d'une vie fracturée, montrée par un esprit fracturé. L'espace et le temps sont distordus, contractés et détendus. Le film est composé de tas de petits morceaux d'un miroir. C'est un film plus sensoriel, plus émotionnel. Il imagine, il fantasme, il fictionnalise comment elle serait en vrai et comment elle ressentirait des choses qu'elle ne montre pas à la caméra. On ne sait jamais comment ça s'est passé, à part les images que nous avons des quelques moments captés quand elle est à l'extérieur, quand elle ne joue pas la comédie, nous formulons des hypothèses, notamment sur sa mort. Est-ce que le biopic a pour seul et unique but de comprendre son sujet? Pas forcément. Encore une fois, Amadeus est un bon exemple, on ne saisit pas toujours l'esprit d'Amadeus. On en apprend plus sur Antonio Salieri. Et j'en veux aussi pour preuve cet exemple de Elvis récemment, où nous en savons presque plus sur le colonel que sur Elvis en lui-même. Le roman biographique suit les faits historiques de la vie du sujet. Et qu'est-ce qui relève du fait historique? Eh bien les films. Les films sont des témoignages de ce qui a été vraiment accompli dans sa vie, factuellement parlant. Et ces films, dans le film Blonde, sont des moments phares, des points de bascule, qui vont répéter certaines scènes. Ils sont, dans cet univers fictionnel, les seuls points de repère. Et on ne va pas raconter comment ils sont faits. On n'est pas là pour dresser les coulisses des making-of d'Hollywood. Non. Ça, c'est aussi de la fiction, c'est du fantasme d'Hollywood. Le réalisateur est plus intéressé par un autre fantasme, d'autres représentations. Il disait lui-même en interview qu'il n'était pas intéressé par la réalité. Il disait qu'il était intéressé par les images. Donc, vous voyez par là des représentations, des fantasmes. Et le film devient un film de façade.
Le masque social, bien sûr, avec ce qui se passe derrière, ce qu'il y a derrière. Un film qui se fissure et qui laisse voir la pourriture, les problèmes non résolus. Le réalisateur définit le film comme un film d'horreur onirique. Les scènes, dans un sens, passent par le filtre des problèmes psychologiques qui bouleversent la perception initiale de l'image. Il faut donc considérer l'image comme étant déformée par la psychologie de Marilyn. Le film résonne au diapason de Marilyn et nous force, dans un sens, à adopter son point de vue. Et plusieurs moments dans le film nous donnent cette impression d'être forcé de regarder par un point de vue précis. Je dirais pas que c'est son film le plus accessible, c'est peut-être son film le plus compliqué à aborder, et dans l'absolu à apprécier. Je trouve que Jesse James est peut-être la meilleure porte d'entrée pour aborder son cinéma. Quand il s'occupe du film, eh bien, il a face à lui un livre qui fait plus de 700 pages. Le film a dû faire des choix. C'est un film beaucoup plus rangé que le livre, selon l'autrice. On travaille les ellipses. Semble-t-il, le livre prend du temps à raconter le rôle d'actrice et son travail. Andrew Dominik évite sa vie professionnelle. Ça ne l'intéresse pas. Parce que ce sont peut-être des éléments dont on a des témoignages réels. Or lui, il cherche autre chose. C'est certain qu'on enlève tout le fun à ce qu'il pouvait y avoir dans le livre. Le sujet est tellement fort, tellement vaste, qu'il n'est pas capable de rendre compte totalement de tout ce qui englobe le livre. Il fait des choix, et des fois aussi fait des choses bizarres. Et le film devient une sorte d'œuvre théorique. Dans une interview pour Télérama, en décembre 2022, il dit « J'ai ensuite écrit le script rapidement, en laissant couler le flot d'événements et en les faisant se répondre en cascade, d'une scène à l'autre. » On est loin d'une écriture automatique, mais on est sur une idée qui amène une autre idée dans un récit fluide dans ses coupures. J'ai entendu dire les gens « Mais Lee Strasberg, il est où ?» Veulent-ils une version de 4 heures ? Déjà que pour beaucoup d'entre eux, une version de 3 heures était particulièrement pénible, lassant, pas facile à digérer, lourd. Alors oui, il y a une dilution des propos en faisant beaucoup de choses diverses. Il y a beaucoup de scènes, le film tend vers la tragédie, ce qui renforce la lourdeur des 3 heures, parce que quand même 3 heures dans lesquelles quelqu'un se fait malmener et dépressif, ce sont des 3 heures qui sont pas faciles à digérer. Le drame n'est pas une mauvaise chose, surtout quand on le sait dès le départ. Raconter du malheur, eh bien on nous épargne pas grand-chose dans le film, et c'est dur d'encaisser le film comme ça. Leslie Felpirine pour The Guardian disait qu'il s'agissait d'une sorte de rituel religieux de notre époque moderne retraçant le chemin de croix de Monroe, la passion de Marilyn, un bon jeu de mots pour montrer le chemin de croix, l'agonie pendant 3 heures du personnage, jusqu'à sa mort à la fin du film. Les reproches semblent être un film trop long pour rester sur une même note. Mais je pense que c'est ça qui m'a particulièrement plu, c'est que ce spectateur est drainé pendant ces presque 3 heures. On n'aurait pas eu cette impression si ça avait été que sur 1h40. On reste sur la même note et on va la mener jusqu'au bout, avec toute la violence nécessaire. Et c'est ce cumul qui est fait sans compromis qui est magnifique. Ce cumul crée un état d'esprit. Ce n'est pas un problème, c'est un problème si on avait envie de voir autre chose. Mais c'est dans ce cas-là, et c'est ça aussi souvent ce contre quoi je dois lutter, c'est les attentes que nous avons. Or, qu'on ait une attente ou une autre, le film ne va pas changer en fonction de notre attente. Le film, il est ce qu'il est, et il offre ce qu'il a à offrir. Et c'est à nous de raisonner au diapason de ce film, et pas l'inverse. Et ça, il faut se mettre ça dans la tête. Moi, des fois, j'ai tendance, justement, j'en avais parlé avec plusieurs personnes, j'ai tendance à exiger quelque chose d'un film. Or, c'est faux. C'est dans l'autre sens qu'il faut le prendre. Et je pense que cet état d'esprit que crée le film, avec ces 3 heures, il faut l'accepter. Il faut accepter de souffrir, voilà, avec le film, avec ce qui se passe pour le personnage principal. La saturation d'une seule note est aussi intéressante à expérimenter qu'une multitude de notes.
les choses positives, qui vont vers le négatif, qui vont vers l'horreur, qui vont vers la drôlerie, etc. Eh bien, un film qui fonctionne que sur une seule note est aussi palpitant, est aussi vif en émotions. Ce ne sont pas des émotions qui sont forcément agréables, mais ce sont des émotions quand même. Et les films dont j'ai le plus ressenti de choses étaient souvent des films très intenses qui fonctionnaient que sur une seule note. Blonde, oui, certes, on a l'impression qu'il fonctionne sur une seule note, mais il décline cette note unique dans différentes situations. C'est une répétition de la même note, vue sous différents angles. La sphère publique, la sphère privée, la sphère professionnelle, la sphère sexuelle. Oui, il n'y a rien qui bouge pendant le film. Certes, ça reste une seule note, mais c'est précisément ça. Rien ne bouge, et c'est ça le drame. Et encore une fois, oui, c'est fatigant, mais le cinéma n'est pas là pour aller forcément tout le temps dans le sens du spectateur. Il y a des films qui sont faits pour ça, et il y a des films qui ne sont pas faits pour ça, dont même le réalisateur refuse d'aller dans le sens du spectateur. Il s'obstine à aller toujours un peu dans la même voie, ce qui pourrait être quelque chose d'irritant, mais en ce qui me concerne, pas vraiment. Ce qui m'a irrité, c'est plus, après ce qui en a été dit. Entendre parler de snuff movie de torture porn concernant le film, je pense que c'est la parole de gens aveugles, trop aimant le personnage, l'icône, pour ne pas voir d'autres choses sur le même sujet ou même personne. Une critique bourgeoise, vous savez, qui parle de torture porn, sans trop savoir ce que ça signifie pour le film. Nous sommes dans le monde de la fiction, rappelez-vous-en, sur la signification d'être Marilyn Monroe. Selon l'auteur. Le film n'est pas exclusivement orienté sur la violence sexuelle, mais plus un profond mal-être général, sur l'inhumanité de l'âge d'or. Hollywood crée un monstre par pénétration. Une pénétration comme si l'intérieur se repliait à l'extérieur, pour montrer ce que les hommes aiment voir et toucher. Le film est interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis. À titre personnel, c'est peut-être un peu excessif. Dominique évoque la série Euphoria. Il dit que ce qui s'y passe dans un seul épisode est bien plus graphique, choquant que dans Blonde. Bon, moi Euphoria, je ne connais pas forcément beaucoup. J'ai vu quelques extraits, mais vraiment pas plus. Dans le film Blonde, est-ce que c'était vraiment nécessaire du 18+, il y a une fausse couche, un abus sexuel qui n'était pas forcément nécessaire, mais qui n'est pas montré d'une façon aussi violente au point d'avoir un 18+. La violence est nécessaire pour la descente aux enfers. Comme les films ponctuent le métrage, donc les films dans lesquels Marilyn Monroe a joué, eh bien les violences, les abus sexuels ponctuent aussi la descente aux enfers du personnage. Aux antipodes des images glamour. Même si nous avons des récupérations de photos connues de Marilyn Monroe qui sont mises en scène. La restriction du film a été posée parce que on est dans ses chaussures, vous voyez, et qu'elle marche dans un monde terrible. Et c'est le monde terrible qui, à mon sens, est l'objet de cette restriction. Le regard d'aujourd'hui sur une époque, sur un Hollywood purifié par le feu du Codays, bien sûr. Et Marilyn arrive dans le Codays. Et elle ne va pas du tout dynamiter tout ça. Encore une fois, nous sommes sur une figure de contournement. Le film commence sur l'année de création du texte du code. Donc il y a un rapport à l'histoire, aux faits. La grande histoire et la petite histoire. Ou je devrais dire l'histoire des faits et l'histoire de fiction, du fantasme. Montrer de nouvelles images, de nouvelles indignités du monde moderne sur cette fiction dans une époque passée. Mais on n'a pas besoin du film pour le savoir. Il y a peut-être une sursignification, mais comme pour la quasi-totalité du film à ce moment-là. On ne dit plus rien, puisqu'on sait tout, et qu'on a accès à tout. Le film fait le choix d'y aller au marteau. Et je pense que précisément parce que Andrew Dominic n'avait jamais abordé la femme dans sa filmographie, il a peut-être voulu trop charger la mule du premier coup pour son premier film mettant en scène un personnage féminin. S'il l'avait fait dans ses films précédents, peut-être que la mule aurait été moins chargée. Alors là, c'est vrai, c'est sursignifiant, mais c'est précisément peut-être parce que c'est la première fois
qu'il aborde le sujet. Avec, par exemple, l'utilisation de la voix off pour aiguiller le spectateur vers la découverte de sa souffrance, des fois dans un décalage entre son et image. Une voix off qui aiguille vers une compréhension et non vers le désir. Et par cet effet, le spectateur est un peu le confident. C'est celui qui sait plus que les personnages dans le film. Après, sursignifiant, on pourrait dire que tout est vulgaire, que ce n'est pas assez subtil. C'est vrai qu'on veut de la subtilité tout le temps, mais au bout d'un moment, c'est tellement subtil qu'on peut passer à côté des choses. À un moment, la subtilité ne fait plus autant d'effet. Le monde n'est pas subtil, pourquoi la fiction devrait l'être ? C'est frontal et lourd. En quoi c'est un problème ? Comme dit le personnage de Seven, quand vous voulez qu'on vous écoute, il ne suffit plus d'une tape dans le dos, il faut y aller à coups de marteau. Surtout dans une période où le public est de plus en plus bête, fainéant, pauvre émotionnellement et intellectuellement. Moi, je n'ai pas perçu comme étant un problème du film. On peut en discuter en commentaire, bien sûr. Je vous attends en commentaire. Mais là, il s'agit presque d'une étude de cas. Le spectateur lambda, vous savez ce fameux spectateur lambda que tout le monde fantasme, mais qui n'est jamais qu'un fantasme. Moi, j'ai tendance à penser que peut-être le film, pour des spectateurs très avertis, est lourd, mais pour des spectateurs qui ne le sont pas, est tout à fait convenable sur les éléments signifiants. Concernant d'autres scènes qui sont plus problématiques, comme la scène du fœtus, il se trouve que c'est dans le livre. Donc, vous voulez vous plaindre, plaignez-vous à l'autrice. L'image porteuse, peut-être d'un trop gros sens, est issue du livre. Reprocher après des choses qui sont un peu trop actuelles, d'être pro-life, contre l'avortement, à cause d'une scène où il y a un bébé qui parle, ça c'est quelque chose qui m'avait un peu échappé au visionnage. Et même aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que pour moi, c'était un pur fantasme. Ça n'avait aucune prise vraiment sur le réel, et encore moins sur le spectateur. C'était une pure image de fantasme. Une sorte de rêverie qui n'avait pas d'importance, tellement le personnage est noyé dans une confusion des plus totales. Et je pense que c'est cette confusion qui m'a fait complètement relativiser et qui m'avait fait même oublier cette scène quand j'en avais parlé avec d'autres personnes quelque temps après avoir vu le film. Il y a aussi ces plans, quand je vous disais des plans forts en signification et qui forcent aussi un point de vue, de regard, c'est le plan à l'intérieur de l'utérus. Le réal en parle justement. Elle veut avoir un enfant parce qu'elle veut se sauver elle-même de cette désastreuse expérience de la maternité, de sa propre mère. Et le bébé est réel pour elle. C'est pour cela qu'on le voit à un moment, pour montrer la réalité de cet enfant. Elle ne souhaite, dans un sens, pas cet avortement, mais le fait par peur de la maladie mentale de sa mère. Et le réalisateur a choisi ce plan-là, ce point de vue, pour faire l'expérience de son conflit. Cette envie de sortir et en même temps de rester à l'intérieur. Cette idée d'intérieur, on a un concept similaire dans son documentaire sur Nick Cave, One More Time with Feeling, avec une femme qui chante et la caméra qui va traverser cette femme. On rentre dans sa chair et dans le sang de ses émotions. En cela, il n'y a pas de nuance, l'image est claire. Mais quel est le message ? Dénoncer l'exploitation de la femme en faisant la même chose ? Ça permet d'être clair sur le but. Son cinéma est lié à la mort. Que ce soit Kogan, Jesse James, Nick Cave, le premier documentaire sur Nick Cave. Et en effet, à la fin, le personnage meurt et l'icône meurt aussi. Les deux se rejoignent, Norma Jean meurt et Marilyn Monroe devient immortelle. Alors comment dois-je regarder tout cela ? Avec cette surexplication, on nous prendrait trop par la main ? Je pense pas qu'il faut être trop sur l'interprétation. Il faut être sur ce que le film nous propose et ressentir le sensoriel, ce que je vous disais avant. Il faut avoir une souplesse, un peu de lâcher-prise, ne pas rationaliser, ne pas chercher la compréhension des choses, la compréhension des formats, des couleurs. Et précisément à partir de là, vous pourrez ressentir quelque chose dans le film. À la fin du film, quand le générique a commencé, j'ai pleuré. Parce que tout le film
m'est revenu dans la gueule. Un petit peu comme dans Elvis d'ailleurs, les deux films sont très similaires à mon sens. Il y a une expérience sensorielle qui nous rattrape à la fin du film. Est-ce que j'en sors grandi ? Non. En ressortir conscient, en ressortir effrayé, en ressortir irrité, révolté contre les violences de certaines générations faites aux autres, de petites violences, de petites dominations idiotes, en sortir en se disant quel effroyable monde je vais, à mon échelle, ne pas créer cette situation en tant qu'être humain, peut-être en tant qu'être humain dominant dans une entreprise, mais aussi en tant qu'homme envers la femme. C'est peut-être en cela que le film a quelque chose à nous montrer. Parce que pour les gens qui se comportent bien, ce film n'aura pas du tout d'effet. Mais sur des gens qui se questionnent, qui questionnent aussi leur comportement, eh bien ce film peut-être leur donnera encore plus envie d'être bon avec autrui. Toucher Marilyn Monroe, c'est toucher l'intouchable. Selon Andrew Dominik, Marilyn Monroe serait un artefact culturel. Un artefact dans le sens d'un objet sacré, mais aussi quelque chose lié au passé. Il pose à un moment une question à une journaliste. Est-ce qu'il y a encore des gens qui regardent aujourd'hui des films de Marilyn Monroe ? À mon sens, pas forcément. C'est pas quelque chose qui a perduré dans le temps. C'est une image, une représentation, une légende lointaine, une idée qu'on se fait de Marilyn Monroe, sans trop avoir vu ses films, ou avoir vu ses films une fois il y a très longtemps. C'est mon cas, notamment. Elle est devenue la légende, Marilyn Monroe, par le désir qu'elle suscitait. Un désir programmé par les hommes. Ne nous voilons pas la face. Et le film met en avant cette envie de montrer à quel point Hollywood est misogyne durant les années actives de Monroe. Il y a un véritable désir, mais aussi un désir de ne pas comprendre. Faire en sorte que le spectateur soit le seul à comprendre Marilyn plutôt que les autres qui entourent cette personne. Dans le film, c'est visible. On a envie de la secourir dans le film. Aucun personnage de la fiction ne la comprend. Ça l'isole énormément. Ça participe à ce désespoir, à cette fatalité. Mais ce qui arrive à l'écran n'est probablement pas arrivé à Marilyn. C'est une Monroe fantasmée de notre époque. C'est une Marilyn fantasmée, encore une fois, une représentation. Il utilise la figure de Monroe pour raconter une histoire sur la célébrité du XXe siècle, avec son obsession d'être aimée pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle dégage malgré elle. Mais c'est une image que l'actrice crée par pression des hommes. Plus un fantasme qu'une incarnation, disait Jules dans notre épisode de parole consacré au film. On revisite plus l'image que l'humain. Honorer sa mémoire, on laisse ça aux gens qui le veulent. Et je pense qu'elle a déjà été assez honorée comme ça. À l'opposé de cette image fantasmée, de cette représentation de Marilyn Monroe, on a par exemple cette série pour CNN qui était sortie en 2022, Reframed Marilyn Monroe. Un documentaire qui travaille cette célébrité d'un point de vue somme toute féministe, mais vraiment un point de vue très fort. On met en avant qu'elle a été une femme forte qui a déjoué des conventions, qui a été productrice pour nous dire qu'elle ne se laissait pas faire. Elle prenait le pouvoir, mais sur sa production du film La princesse et la danseuse, ça a été catastrophique sur le tournage. C'était, en plus d'être un film très moyen, une sorte de théâtre filmé, et pourtant, ils avaient Jack Cardiff, le chef opérateur légendaire Jack Cardiff, pour les films de Michael Powell, plusieurs films de Fleischer, Rambo 2, je crois aussi. Elle vient lui demander de filmer des intérieurs. Et même, le film ne marche pas. Le film suivant qu'elle avait produit, Bus Stop, était, on va dire, convenable. Le réalisateur avait beaucoup aimé travailler avec elle. Mais voilà, l'idée de Marilyn Monroe comme une productrice à succès, ça repassait plus tard, parce que ça a duré que de 54 à 57. Voilà, c'était rapide, la carrière de productrice de Marilyn Monroe. Alors bon, trahison, non, c'est encore une fois un point de vue, un compromis, une espèce de déformation, d'hybridation entre ce qui est de l'ordre du fait et ce qui est fantasmé, jusqu'à la mort. Alors il n'abordera pas tout. Donc c'est un rapport avec la fiction d'un personnage réel, vous savez, un petit peu comme, Last Days.
2005 de Gus Van Sant, où on crée un personnage de fiction d'un personnage dont on est sûr de rien, et dont on va imaginer des choses qui n'ont sûrement pas eu lieu. Ce qui se passe dans la tête de Norma Jean Mortensen quand elle devient Marilyn Monroe, personne ne le sait. Et c'est là que la fiction intervient. Il y a un effet de spéculation sur ce que vivent et pensent les personnages. On n'est pas avec le personnage, on est à sa place, psychologiquement. Et même, on n'est pas systématiquement dans la perception de Monroe. Maintenant que j'y pense, on a aussi une scène qui épouse le point de vue de Arthur Miller. La scène où on présente justement Arthur Miller, quand il découvre Monroe qui va lire un texte. C'est l'idée d'image fantôme, une image fuyante. On ne capture jamais vraiment la représentation du personnage. C'est un fantôme qui nappe le fond, tout comme le fantôme du père qu'elle essaye de capter à travers chacun de ses maris. À la fin, elle devient elle-même fantôme, à la recherche de son père, comme une sorte de rosebud. Donc c'était une construction sur un trauma, la construction d'un manque, comblé par autre chose. Papa nulle part, donc papa partout. Et c'est très très malsain de penser comme ça. La recherche du père n'est qu'un écran de fumée qui n'a pas grand impact dans le film. Mais pour elle, c'est important. Elle recherche son père toute sa vie, et elle n'a rencontré que des salauds. Elle nomme justement tous ces hommes papa, daddy, dans l'espoir que l'un d'eux lui donne l'amour qu'elle n'a jamais eu. Malheureusement, elle a reçu la violence physique de DiMaggio et la cruauté intellectuelle, mais je trouve tempérée dans le film, de Miller. Par conséquent, a-t-on envie de voir une femme souffrir ? A-t-on envie de voir de la souffrance ? Parce que oui, c'est terrible ce qui se passe pour elle. Mais ça fait partie du contrat. Et très tôt dans le film, la scène d'audition, elle est formidable. Elle se déchaîne pour impressionner les gens. Et les gens de la mise en scène se posent des questions sur la frontière qu'elle pourrait franchir entre elle et le rôle. Un véritable questionnement sur elle en tant qu'actrice, dans son travail. Et il y a le producteur qui la voit partir et qui doit prendre une décision finale. Et lui, tout ce qui sort après l'audition, c'est « elle a un sacré cul ». C'est terrible ça. C'est terrible. On plonge dans une fragilité qui n'est jamais agréable. La dernière fois que je me suis senti aussi mal devant un film, et qui a été un grand film, c'était Ben X. Ça remonte un petit peu, Ben X. Le film n'est pas pour tout le monde. J'ai entendu un terme anglais qui était amusant. On parlait là de torture porn. Bon, les gens n'y connaissaient rien. Mais je pensais à un terme tragédie porn que j'avais entendu sur une critique anglaise. Un film sur l'expérience tragique d'un humain. Et ça, c'est le plus intéressant. Mais comme si on pouvait ne pas imaginer encaisser en fait ce tragique. Parce que quand on dit porn, après un mot, c'est parce qu'il y a une overdose, il y a un excès. Mais en aucun cas, moi je considérais que ça a été un excès. Surtout quand on voit ce qui se passe à l'extérieur dans la vraie vie. Ce n'est pas un excès. C'est un fantasme, mais lié aussi à des situations réelles que vivent les gens en vrai. Ce n'est aucun cas quelque chose de si abstrait que ça. Andrew Dominik fait le choix de montrer la personne subir tout ce qui va lui arriver. C'est un parti pris de scénario, c'est un parti pris de personnage. Et qu'arrive-t-il quand la personne ne se rebelle pas ? Est-ce que le système va à un moment lui tendre la main ? Est-ce que ce système dans lequel nous vivons vont tendre la main à des gens qui sont fragiles et qui n'ont pas les moyens de se rebeller ? Qu'arrive-t-il à une personne fragile qui se laisse guider par un système l'exploitant ? C'est un choix de scénario bien conscient. Et le film avance avec ses sentiments et ses expériences. Il l'a dit en interview, je suis plus intéressé sur comment elle se sent. Je suis intéressé sur ce qu'était sa vie émotionnelle. Et c'est en cela que les scènes résonnent totalement dans ce sens. Il disait être intéressé par l'idée d'un trauma d'enfance qui va sculpter la perception du monde. Il y a peu de dialogue, ou plutôt des dialogues avec des images qui sont réelles, que le réalisateur a recomposées pour l'insérer dans une scène. C'est-à-dire une image glamour, mais qui relève derrière de quelque chose de plus noir, de plus sinistre, une mise en scène même de la sphère privée. Et puis il y a la domination, via ces scènes de gangsters qu'il nous fait régulièrement. Aussi bien Jesse James quand il va voir son ami qui est un peu délabré, ou Kogan dans la scène du café, c'est une espèce de mise en scène de gangsters qu'on décline, qu'il décline dans ses films. Et bien sûr, quand Maggio rencontre Marilyn dans ce café, il y a aussi cette scène de domination, de fragilité
de la part de Ana de Armas, qui a une performance assez formidable, performance d'une seule note, mais une performance déclinée terriblement dans tous les travers, dans toutes les scènes de travers. Et c'est un film assez injuste, car il est clair que personne ne souhaite être réduit aux morceaux les plus sinistres de sa vie. Le personnage est encerclé par la fatalité. Les avenirs radieux sont refusés d'emblée au personnage d'Andrew Dominic. Ça ne se limite pas du tout à Blonde, que ce soit Chopper, Kogan ou Jesse James. C'est terrible, mais on est dans la lignée totalement de ce que le réalisateur imagine pour ses personnages principaux. La violence des regards portés sur elle. Elle marche la plaie ouverte et tout le monde lui verse du sel dessus. Il y a une empathie très forte parce qu'on est avec elle. On se sent aussi fragilisé qu'elle. Mais nous nous rebellons. Nous nous rebellons contre ce régime d'image. Nous nous rebellons contre la direction des scènes. Nous nous rebellons contre cette actrice, ce personnage qui ne fait rien pour s'échapper de cette situation. On a le recul, bien sûr, nous, qui nous rend la situation injuste et contre laquelle on se rebelle, contre le film même, on se rebelle, on se dit « mais ce film, c'est n'importe quoi, c'est pas la réalité ». Précisément, ça ne l'est pas. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Ces malheurs renforcent le respect et l'envie de la voir s'en sortir, l'espérance, vraiment. De prendre chaque frame, chaque image de bonheur et de calme comme un soulagement, pour bien sûr nous faire savoureusement retourner notre plateau. Comme la scène sur la plage, où elle arrive avec les hors-d'œuvre et elle se rate. Ça, c'est terrible. Enfin un moment de bonheur, mais qui nous est refusé. C'est ça, travailler la fragilité. C'est pas juste sur 2-3 scènes. Non, non, non. Travailler la fragilité d'un personnage, c'est une affaire d'absolu. D'une seule note absolue. Et sur 3 heures de film, je peux vous dire que ça fait de l'effet. Et il faut embrasser cet absolu pour créer quelque chose de sidérant, pour créer une expérience de la fragilité. Et c'est là où je ressens totalement un lien avec Bendix. Même Bendix fait un compromis à la fin de son film. Il fait un compromis à la fin, tellement c'est insoutenable. Et c'est là où peut-être que Blonde est plus lent et moins vif que Bendix, mais il n'a pas de compromis. Il y a très peu de tendresse de la part des personnages sur l'héroïne, et c'est cette tendresse que nous donnons au personnage de Monroe. Alors oui, il faut encaisser ces ténèbres. Mais de qui on parle là ? Une personne qui n'aurait jamais vu de toute sa vie des films qui l'auraient perturbé ? C'est sûr que d'une perspective humaine, c'est une sorte de torture, mais comme d'autres films, Blonde n'est pas le seul exemple de violence, et d'autres films sont peut-être même encore plus violents, et je parle de violence symbolique. Naomi Watts était d'abord pressentie, puis il y a eu Ana de Armas. L'actrice fait un énorme travail d'études de photographie, de films, d'enregistrement. Comme le livre déforme la vie de l'actrice, Ana de Armas déforme la femme Monroe. Il s'agit plus ici de mimétisme que d'incarnation de Monroe, puisque nous savons très bien que, avec ce que je vous ai dit précédemment, sa psychologie est fantasmée. Elle n'est pas réelle. On n'est pas là pour rendre compte du réel. Ana de Armas était plutôt un bon choix de remplacement, même si, voilà, pour certaines personnes, l'accent cubain se faisait entendre. À titre personnel, je n'ai pas vraiment ressenti ce qu'était précisément un accent cubain. Et puis, je pense que qu'est-ce qui est problématique dans l'accent cubain quand on sait que l'image de Monroe n'est pas une représentation réelle. Donc, à partir de là, le jeu des ressemblances peut être atténué. Et puis ça dépend de la période, sachant qu'on a une histoire sur des années et des années. La question du physique, de la voix, n'est donc pas importante puisqu'elle va changer. L'actrice ressemble à Marilyn, peut-être à certains moments, le physique, la voix, le mouvement, et à d'autres un petit peu moins au fur et à mesure que le film avance. C'est un double fantasmagorique, c'est bien ce qu'il faut se dire. Vous savez, un petit peu comme la réplique de Ben Stiller dans Tonnerre sur les tropiques. Je suis le mec qui interprète le rôle d'un mec déguisé en un autre mec. Voilà,
cela tord notre perception de l'actrice et notre perception du film. Je veux dire par là que Marilyn est en divorce avec sa propre image. Elle a un problème d'identité. Elle ne veut pas qu'on l'appelle Norma ou Marilyn. Elle dit dans le film « tu peux m'appeler Hey you, et toi ». C'est quand même assez terrible. Il y a un vrai problème d'assumer ce qu'elle est. Comme ce que je vous disais un petit peu avant aussi avec l'enfant, qu'elle souhaite avoir mais qu'elle souhaite pas avoir en même temps. On sent que, éventuellement, au bout d'un moment, ça peut s'alléger quand elle change de partenaire, de compagnon, avec l'auteur Miller. Mais en fait non, elle n'est jamais en mesure de baisser sa garde dans le film. Et ça mène à des circonstances où elle est censée être en sécurité, alors qu'elle a aussi des hommes qui sont là pour elle, comme Alan Snyder, joué par Toby Huss, le maquilleur de Monroe, qui a été son confident. Très joli rôle, il y a quelques scènes où il est présent, c'est encore une fois ces scènes de soupape, des scènes où on peut se reposer tout en voyant encore plus la fragilité de Marilyn Monroe, parce que même dans des moments où elle ne craint rien, eh bien, elle est quand même fragile. Nous travaillons avec ces figures masculines, comme je vous le disais, le manque, un traumatisme, l'héritage d'un manque, je devrais dire. On rend compte d'une faiblesse qui ne s'arrête pas pour le bien de l'histoire. Dominique n'en a pas grand-chose à faire, à être glamour. Mais par contre, travailler l'image du masque social, qu'on pourrait assimiler au glamour, ça, il le travaille jusqu'à la fin. Parce que c'est jusqu'à ses 36 ans, jusqu'à sa mort, elle garde en fait cette image, ce miroir qu'elle reflète. Mais à la fin, dans les dernières scènes, elle ne se bat même plus. Et elle vit l'image de Marilyn Monroe comme une souffrance, Norma Jean. Au point qu'on a une scène avec le livreur, où elle lâche comme ça et va le voir, mais sans être Marilyn, mais en étant Norma. C'est une des dernières scènes du film. On ne s'en rend même pas compte. Et elle s'éteint en ayant perdu le poids de Marilyn Monroe. Elle meurt et rejoint les étoiles. Elle devient une étoile. Et je trouve qu'on ressent une sorte de sérénité par le manque de bruit agressif en fond, les mouvements lents, la couleur des plans, une mort douce attend le personnage à la fin du film. Blonde est une production de prestige pour Netflix. Le film est produit notamment par Brad Pitt, qui est un ami de Andrew Dominik. Le réalisateur travaille depuis des années sur cette adaptation. J'avais lu depuis 2010, et il y a eu des retards dus à des problèmes de financement. Malgré ça, on est quand même sur une toute petite production, très étonnant pour un sujet pareil. Mais le film est bien fait, et il a un travail esthétique. Il y a peut-être que le montage qui serait sujet à débat. En effet, il y a un superbe travail technique à n'en pas douter. Il y a pas mal d'effets sonores, il y a un peu de travail de reconstitution. Alors là où moi je trouve que peut-être Once Upon a Time est un petit peu trop, ça fait un peu trop vitrine, vous voyez un peu trop la volonté de montrer sa décennie. Ici on a l'impression que montrer les années 50 n'est pas le but, mais on a suffisamment d'éléments pour y croire, notamment quelques décors et aussi les costumes. Et puis, encore autre chose, on est sur plusieurs décennies, donc les costumes évoluent au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Il y a également un travail sur l'image, sur le noir et blanc. À cela, si peut-être ça vous déconcerte de voir un film pareil, eh bien je vous invite à voir les documentaires sur Nick Cave qu'avait fait Andrew Dominik. Ça m'a donné beaucoup plus de pistes, de réflexion, et ça m'a réconforté sur le style du réalisateur quand après on aborde Blonde. On voit que des choses se répètent, que des choses le travaillent, que certains éléments que nous voyons dans Blonde sont déjà présents avant. L'idée de fragmentation notamment. Le film, par ses différents effets, se refuse à l'appellation de ce qu'on pourrait appeler un film classique, ou je devrais dire plutôt dans un style classique.
Ce n'est pas pour autant qu'on devrait le nommer film expérimental, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est un film qui me semble être sans réelle règle. C'est un film qui témoigne d'une attitude punk vis-à-vis du personnage, vis-à-vis aussi de la façon dont on met en scène. C'est un petit peu fuck les conventions, explorons davantage. Par exemple, vers 1h30 du film, on a la scène avec Arthur Miller. Et nous commençons cette scène avec des rues d'une grande ville, un plan général en pleine journée, qui semble être un plan des années 60, très curieusement filmé, en décalage total avec le reste du métrage. C'est le seul plan qui semble complètement hors norme. Et puis nous avons l'incrustation de Brody dans le plan. Très étonnant. Une incrustation dans un plan qui n'a pas du tout été tourné par Andrew Dominik, ou qui, je devrais dire, donne l'impression qu'il n'a pas été tourné par Andrew Dominik. Le plan semble vraiment d'une autre décennie. Et il met l'acteur et fait un étalonnage, un travail sur l'incrustation pour l'intégrer dans le plan, sans qu'on le perçoive. Et ça, c'est plutôt fort. Là, il y a quelque chose de l'ordre du mash-up, pourrait-on dire, d'une véritable attitude punk. C'est un cinéma qui déconstruit, également un montage qui déconstruit, de par l'irrégularité de son rythme. Il y a également une grosse question sur les formats et les couleurs. Dramatisation pour le noir et blanc, la couleur pour le glamour, mais les moments de bonheur, dans quelle couleur sont-ils? Dans quel format sont-ils? Les gens ont cherché des logiques esthétiques. Cette recherche de la cohérence, cette logique de cinéma d'auteur qui fait toujours des ravages parmi nos jeunes cinéphiles. Mais je pense qu'il n'y a pas d'histoire de sens, et il le dit lui-même en interview. Il évoque le fait que le film fonctionne plus comme un morceau de musique que comme dans une nature narrative. Le film fixe ses propres règles et possède d'autres critères. C'est un film sur l'inconscient, le souvenir et l'image qu'on se fait du souvenir. Et le changement de ratio et de couleur sont comme des collections de morceaux de mémoire. Et cette mise en ordre linéaire des morceaux de mémoire n'est pas dans une logique narrative quand on change de couleur, quand on change de format. Tout ça est organique. Tout ça ne répond pas à quelque chose de directif, de vindicatif. Il est revenu aux différentes adresses connues dans lesquelles Monroe s'est fait photographier. Son idée, toujours dans le travail de mémoire, est de référencer une mémoire collective. Monroe est piégé dans notre mémoire, et il donne de la laideur à ces images mémorielles communes. Il fait quelques changements, il travaille sur la représentation, sur l'image du souvenir, mais dont il change le sens, qu'il y a une variation fictionnelle qui s'invite dans ce photogramme du réel, la véritable photo qui a été prise de Monroe. Dans une interview pour Télérama, il dit ceci: « Tout le monde projette quelque chose sur Marilyn, ce qui finit par brouiller sa perception d'elle-même. C'est le cœur du film, l'histoire d'une personne qui a une image avec laquelle elle est en désaccord profond. C'est ce qui a guidé mon parti pris esthétique, à savoir recréer et animer de vraies photographies de sa vie à plusieurs époques. C'est pour cela que l'on alterne la couleur et le noir et blanc, ainsi que les différents formats d'images. Le film est comme un livre de photos qui déverse tout son contenu de manière inconsciente par association d'idées. J'ai élaboré cette stratégie visuelle en m'inspirant du sampling dans le hip-hop. Blonde est aussi une expérience musicale. » La reprise de photos officielles de Monroe va donc bien plus loin que simplement du fanservice, comme on pourrait utiliser ce terme. C'est un moyen de visser, de fixer le monde réel dans cette fiction sur des points de repère, comme je vous disais au départ avec les films utilisés pour faire les représentations publiques. On fixe le monde réel dans la fiction sur des points de repère liés à la réalité historique. C'est juste que là, la fiction est plus importante que la réalité historique. Là où le biopic, généralement ce qu'on attend d'un biopic, c'est que la réalité historique est plus importante que la fiction. Dans cette interview de Télérama, il disait « J'avais l'impression de vivre un trip hallucinogène, enfermé dans la tête de Marilyn. » Le film, par moments, en effet, donne cette impression d'un trip hypnotique, où nous enchaînons les scènes sans s'en rendre compte, où
À un moment, elle est dans l'avion et tout d'un coup, elle est dans une pièce, dans un endroit, dans un bâtiment. Et ça, en un seul plan, on a une transition comme ça. Il y a quelques moments d'hallucination où il y a une véritable ambiguïté, mais qui sont clairement indiqués comme tels. Il y a par exemple des transformations ou des transitions qui sont osées. On connecte sa vie au film, et il le fait plusieurs fois. Par exemple, elle regarde les étoiles, et les étoiles deviennent des spermatozoïdes, ou les draps sur un lit qui se transforme en chute du Niagara, pour évoquer bien sûr le film de Henry Hathaway, Niagara, sorti en 1953. Pour moi, c'est m'évoquer plus des torrents de sperme au vu de la scène, mais voilà, chacun voit midi à sa porte. Nous sommes à l'intérieur de sa pensée. Nous enfermons Marilyn dans une bulle, de par le cadre, mais aussi par le son. Cette idée d'enfermement, de cloisonnement, empêche les mouvements, empêche la caméra de prendre son élan. La caméra est par moments même fixée sur l'acteur. Par exemple, il y a un moment où Joe DiMaggio rentre chez Louis Furax et cherche Marilyn. Eh bien, on utilise un procédé de Snorricam. C'est une caméra qui est fixée sur l'acteur et donc tout le décor bouge, mais absolument pas l'acteur vis-à-vis du cadre. C'est une utilisation régulière qu'on fait dans le cinéma de cet effet-là. Ça donne une impression très précise, c'est un effet très agressif. Je le rapproche, cette utilisation par exemple du plan du tueur dans Lovely Bones de Peter Jackson, où le mec arrive comme ça et court dans le couloir et on a la caméra qui est fixée sur lui, ça lui donne un aspect hystérique. Je parle de Joe DiMaggio, mais il y a aussi un moment où Marilyn tombe dans un lit et la caméra va véritablement suivre le mouvement de l'actrice jusqu'au contact entre sa tête et le lit. Concernant le son, eh bien, il y a des tas de petits détails qui sont parsemés dans le son des séquences. Par exemple, pendant la séance photo, à l'extérieur, pour voir la séance de Les hommes préfèrent les blondes, eh bien, nous avons un cri de femme. On ne sait pas d'où ça vient. C'est un élément d'horreur, voilà. Comme, par exemple, les flashs des photographes, qui deviennent presque des jumpscares, ou les ovations des fans, qui deviennent des cris d'horreur. Pour la première de certains Lem Show, les visages deviennent déformés. Et on revient presque beaucoup plus loin à des visages déformés dans Metropolis. L'adulation et l'obsession des masses pour Marilyn déforment leur corps et leur comportement. C'est une scène qui est particulièrement déroutante, puisqu'elle nous paraît réelle et en même temps elle ne le devient plus au bout d'un moment. Quand nous voyons les corps et les bouches se déformer, s'agrandir comme s'ils voulaient avaler Marilyn. On a plusieurs fois des avant-premières dans le film, avec beaucoup de ralentis. Elle doit être, pendant ces moments, pleinement Marilyn Monroe. Et la projection est à chaque fois évacuée. On a des petits fragments. Et même à la fin, elle est carrément accélérée, alors qu'on a eu le tapis rouge au ralenti. Elle a, à chaque fois de cette représentation, un enfer personnel, mais on pourrait même dire un enfer persona. Le 4/3, l'utilisation du 4/3 renforce cet effet d'entonnoir, en quelque sorte. J'en reviens à des impressions qui ont été perçues, notamment sur Twitter, des impressions de voir par moments des fragments de Mulholland Drive. Retrouver des obsessions et des visuels de Lynch chez un autre, vous ne trouvez pas que c'est peut-être un peu déplacé, c'est-à-dire déposséder l'autre de sa propre réflexion et de sa propre pensée? Et puis, ne nous voilons pas la face, un rapport avec Lynch? Je pense que les gens qui disent ça ne savent pas trop ce qui se passe chez Lynch. Excusez-moi, mais ici, dans Blonde, tout est littéralement clair. Le sens est totalement clair pour n'importe qui. On brouille chez Lynch la frontière entre le réel et l'hallucination. Mais ici, c'est toujours clair. C'est comme si on disait pour Jesse James que ça ressemble à Malik parce qu'il filme des champs de blé. C'est tout aussi absurde. Chez Lynch, il y a des choses, on ne sait pas pourquoi du comment de cette image, mais elle est là. Voilà. C'est bien plus délicat de travailler une appartenance, une ressemblance, un rapport entre des films de Lynch et ce film-là, que simplement faire des rapports d'images côte à côte sur Twitter. Et c'est ce que disait Lynch. Le sens n'a jamais été la fin.
Ce n'est pas ce qui importe, c'est le processus, c'est le parcours, c'est le voyage. Et là, je pourrais m'accorder, en effet, avec les gens qui évoquent Lynch. Mais encore une fois, il ne s'agit en rien des visuels, il s'agit d'une perception du récit, à travers la mise en scène et le déroulement des histoires. On parle du terme lynchien, qui est utilisé pour souvent désigner quelque chose qui va au-delà de notre compréhension. Le sinistre et le surréalisme se juxtaposent avec le macabre et le banal. Alors on essaye de comprendre les films, de comprendre ces choix-là. Mais il faut utiliser son intuition et ressentir le chemin qu'on parcourt dans le film. Et là on a l'expérience. On met des mots sur un autre langage, parce que le langage du cinéma, c'est autre chose. Et rester aussi ouvert à toute possibilité de voir et d'entendre. Arrêtons de chercher du sens et ressentons les choses, comme le drap qui devient les chutes du Niagara. C'est encore une fois, peut-être c'était dit trop brusquement pour les gens qui veulent de la subtilité, mais ce que dit Nolan, c'est n'essayez pas de le comprendre, ressentez-le. Et je pense que nous sommes aussi dans cette même mécanique. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui travaille des styles. Peut-être qu'en effet, il cite Lynch, ou que c'est, vous savez, des images inconscientes qu'il a retravaillées, mais ça ne le venait pas à l'idée tout de suite d'avoir Lynch dans la tête, mais c'est un esthète. Ça se voit des choppers. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas, quelque chose qu'on pourrait lui reprocher. C'est au cœur de son cinéma. Ce sont des effets qui sont là pour créer des sensations. Il serait facile si on se limite seulement à l'effet. C'est aussi, j'ai envie de dire, la limite de la personne qui voit le plan, qui ne veut pas voir autre chose que simplement l'effet. C'est toujours le spectateur qui a ou non les armes pour voir. On ne peut pas être dans la tête du réal, donc on va faire ou non l'expérience, l'exercice d'interpréter ces images, émotionnellement ou intellectuellement. La mise en scène qui a de la prétention, qui veut avoir de la tenue. Si on a vu après le travail du réal avant, ce n'est pas mise en scène prétentieuse et tout ça, non, le mec sait très bien ce qu'il fait. Ces changements sont aussi là pour mettre dans un certain état. Encore une fois, il ne faut pas oublier, le cinéma, c'est faire des effets, c'est avoir un point de vue et raconter quelque chose, et ce film travaille ces 3 points. Après, en effet, on en revient à ce que j'avais dit, il y a trop d'effets et ce serait trop didactique. Mais trop de choses, je pense que si on n'avait pas trop de choses dans ce film, eh bien on n'aurait pas été lessivé à la fin, comme on l'a été. S'il n'y avait pas eu de saturation, ça n'aurait pas du tout été la même chose, parce que la situation ne peut pas être tolérée de par trop d'effets, de par trop de surjeu, de par trop de fragilité. Si la scène avait juste un seul effet, ou si c'était totalement hors champ pour faire de la subtilité, ça n'aurait vraiment pas eu le même impact. Là, c'est de l'ordurier, c'est de l'overdose. On nous drogue et on en est conscient et on le refuse, tout simplement. Et c'est ça qui est remarquable. Et puis, c'est encore une fois un film qui fait état d'une perception, d'images, de propos, de scènes choquantes pour une vieille génération qui ne le sont plus pour la suivante. Encore une fois, nous sommes aussi dans un régime d'images qui est de moins en moins, refusé. Il y a des choses que je juge choquantes, sur lesquelles les gens se marrent. Je veux dire, voilà, on reproche des choses, mais les gens qui reprochent ces mêmes choses se tordent de rire devant des choses comme Saw ou Hostel. Alors que des générations comme des générations de gens qui sont nés dans les années 50 ou 60 verraient ces films avec horreur. C'est encore une fois, ce sont des perceptions d'images qui sont à remettre en cause, ou je devrais dire, dont on devrait pleinement comprendre son cheminement et notre place dans ce régime d'images. Et j'en veux pour preuve la scène de fellation, intolérable pour certains, une bonne rigolade pour d'autres. C'est compliqué de se placer dans ce régime d'images et dans ce type de représentation. Et en effet, il y a un travail de répétition qui est terrible, mais ce n'est pas que le film bégaie, c'est plutôt qu'il décline, parce on a déjà eu un viol, il était en privé, et là, cette fellation avec le président, eh bien il est aux yeux de tous, car la porte est ouverte, et là c'est insoutenable.
Encore une fois, je vous parlais de films d'une seule note, mais déclinés dans des situations différentes, qui rend la chose le plus insupportable. Et après, nous enchaînons avec un gros plan de Marilyn, déroutée. Elle ne sait pas quoi faire, mais elle le fait quand même. Et on fait durer sa gêne. On met en avant le son, bien sûr, avec derrière une télévision de science-fiction qui montre des images de missiles. Ça renvoie à la puissance masculine, les fictions, les machines, les engins fabriqués par l'homme, les bâtons dressés. La fiction télévisuelle nous fait percevoir ce qu'elle doit faire. C'est d'une agressivité sans nom. Donc elle est aussi bien agressée visuellement que au son. Et c'est aussi pour le spectateur une agressivité de la gêne à ce moment, parce que nous voyons une situation qui est cruelle. Et ce qui est intéressant, c'est que on nous lit tout ça, ce visuel agressif, avec une voix off de Marilyn Monroe, qui ne semblait pas être une voix off du moment présent. C'est une impression qu'elle se remémore. Donc on a déjà une différence de temps entre le visuel et le son. La voix est décalée par rapport au visuel, comme pour le bébé qui parle d'ailleurs. Donc on brouille les pistes. À quel moment nous sommes réellement dans le récit ? Mais je crois que pour les réalisateurs, ce n'est même plus la question. Ceci nous est encore plus appuyé pour la touche finale de cette scène, c'est que nous voyons cette fellation tout d'un coup dans une salle de cinéma. Tout le monde sait, tout le monde voit et personne ne fait quoi que ce soit, parce que c'est impuissant. Et c'est précisément pour cela que dans le même plan, on est dans la chambre, on dézoome et on est dans un cinéma et on rezoome dans la chambre. Les puissants nous martyrisent, nous violent et nous faisons absolument rien pour les en empêcher. On met sur grand écran l'exploitation de femmes. Et puis nous savons très bien qu'aujourd'hui ça se fait encore, avec les exemples relativement récents de Megan Fox pour Transformers ou encore Gal Gadot pour son personnage de Wonder Woman. Le parti pris est voyeuriste donc. Le plan renforce la fragilité. Elle n'a plus d'intimité, ça n'existe plus pour elle, c'est terminé. Je pense que Andrew Dominik n'a rien contre Monroe, mais il est très irrité sur le traitement des femmes à cette époque à Hollywood. Il dit dans un outtake de l'interview sur le site de BFI, donc le British Film Institute, à Christina Newland, qui est une intervenante sur le documentaire que je vous parlais de CNN Reframe de Marilyn Monroe, à propos des hommes préfèrent les blondes de Hawks. Que le film est à propos de putes bien habillées. C'est les termes qu'il avait employés. Car si les deux stars, Monroe et Russell dans le film, sont des femmes qui sont débrouillardes et ont de l'astuce, la façon dont Hawks les filme et les habille, sous le regard de nombreux hommes dans le film, elles sont habillées et filmées et vues comme des objets de désir. Ou pourrait-on dire plus crûment, on a envie de se les taper. Et ça, dans le film, c'est ce fameux producteur de la scène d'audition. Une scène, comme je vous disais, que j'aime beaucoup. Précisément parce qu'il y a cette violence entre les gens de l'artistique qui voient le potentiel et l'intérêt de la faire jouer et les questionnements que ça pose, les questionnements qui sont vraiment d'ordre de cinéma, et ce producteur qui est complètement à l'ouest, qui pense à autre chose, qui pense à son gros bâton, à son gros missile. On peut faire tout ce qu'on veut pour déployer de l'assurance, de la force, son talent, mais aux yeux des producteurs, ce sera toujours « parce qu'elle a un cul de déesse !» ou en anglais « she got a great ass !» Et une autre scène témoigne aussi de ce rapport à l'objet de désir et de violence, on va dire de pulsion sexuelle, c'est la scène de la ventilation. Dans ces temps de réflexion, on a la scène qui est filmée et on a le contre-champ. La joie des hommes et l'effroi du mari, bien sûr. Et moi, je ne savais pas, qu'en fait, il y avait un public qui regardait cette scène. Voilà. Et c'est complètement effarant. C'est affligeant et effarant. Semble-t-il aussi, dernière scène du film, la scène de la mort de Marilyn a été filmée dans la même pièce, qui correspond beaucoup à certaines photos en noir et blanc de la pièce au moment de sa mort. Dans l'interview de Télérama, on lui pose la question. Lors de la dernière scène, vous posez la caméra au sol, comme si elle avait accompli son œuvre, et qu'il n'y avait plus rien à filmer. Marilyn étant morte, cette caméra, intrusive, est-elle un personnage à part entière ? Il répond,
On pourrait dire que c'est le méchant du film. Je viens d'Australie, et il existe cette croyance aborigène qui dit que la caméra vole votre âme. Mais dans ce cas, le spectateur est aussi le méchant. L'intervieweur continue. Parce que Marilyn n'existerait plus que dans le regard du public ? Il répond. Avec le recul, les paroles de l'un de ses plus grands succès, I Wanna Be Loved by You, sont très perturbantes. Cela montre à quel point elle est devenue le réceptacle de tous les fantasmes, y compris la paranoïa masculine, comme lui prouve son rôle de femme castratrice dans le film Niagara. Tous ces différents désirs projetés sur vous finissent par vous oppresser et vous questionner sur votre réelle identité. Le cinéma est une machine à désir et les acteurs en sont les objets. Et certains désirs peuvent être très étranges. Je rajouterai peut-être un petit mot pour attirer votre attention sur la BO qui est faite par Nick Cave et Warren Ellis. C'est une très belle BO, il y a de très belles musiques, notamment des morceaux de musique que nous avons déjà entendus dans d'autres films, notamment les documentaires de Andrew Dominik sur Nick Cave. Elles épousent vraiment les émotions et elles installent pour beaucoup de moments, notamment la séquence de la plage, une création d'ambiance. Et Nick Cave a vraiment trouvé des mélodies qui marient merveilleusement bien sa musique, quand même une musique assez spéciale, et ce que nous allons voir, pour créer une fiction cruelle. Et je trouve que dans un sens, c'est une très bonne alternative à ces biopics annuels. C'est un film qui se regarde comme une histoire, mais aussi un peu comme une installation artistique. C'est un film de relecture et de démystification. Une critique du film reprochait Le Monde de la réduire à un simple et joli outil et finalement traiter le personnage un peu de la même façon. Je n'irai pas jusqu'à dire précisément que c'est un torture porn arty. Encore une fois, les termes veulent dire quelque chose et ont déjà une définition et une histoire. Si on l'utilise n'importe comment, c'est sûr qu'on aura du mal à discuter avec les gens. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites sur le rêve américain et je trouve que ce film donne une perspective d'angoisse, une perspective d'aliénation qui est assez inédite quand on parle d'une figure aussi connue que Marilyn Monroe. Donc le Marilyn Monroe a été un peu, un réceptacle pour assurer une fiction poétique violente. Je lui mettrai un 13 sur 20. Je pourrais reprocher peut-être un problème de discours, dans le sens où c'est pas subtil, mais au moment où on dit ça, il faut se poser aussi la question à qui on s'adresse. Et on brouille la perception, encore une fois, de ce qui est clair dans le film. Et je pense que c'est très clairement conscient du brouillard, j'entends par là, dans lequel il nous met, que c'est son but de nous mettre dans le brouillard, et de des fois jouer sur des choses très violentes, très agressives, de brutes, littéralement, jusqu'à la fin. J'ai terminé cette critique, je suis bien content de l'avoir enregistrée, je vous remercie, j'espère que vous aurez quand même un intérêt à l'écouter, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont à mettre en perspective. Maintenant que le film a perdu un peu de sa tendance, de sa valeur, ça permet de reposer les idées à plat, de mieux se concentrer sur ce qui était important, sur le travail de souvenir que nous avons du film aussi. Les flashs, les moments, les bifurcations, les distorsions que nous allons opérer sur les mémoires de notre film. Je vous remercie de m'avoir écouté, encore une fois. Je vous remercie du soutien, des éventuels commentaires que vous allez poster. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!